l'épisode de 373 que nous vous proposons en ce 27 octobre, jour de l'enregistrement évidemment. Et pour cet épisode, on se retrouve avec mes deux petits camarades. D'un côté, il y a Benoît. Bonjour Benoît. Salut. De l'autre, nous avons Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Marc, bonjour tout le monde. On a des sujets évidemment sur la planche comme toujours, quelques anecdotes à vous fournir également pour démarrer cet épisode. La première anecdote, c'est que Benoît, juste avant de commencer l'enregistrement, tu apprenais que la NASA avait découvert ce qui s'était passé sur Mars. Apparemment, il y avait des images un petit peu particulières. De quoi s'agit-il ? Ils ont apparemment pour la première fois l'impact le plus important d'un météorite sur une planète qui a été mesuré. Alors j'ai lu très en diagonale pendant qu'on discutait avant. Si j'ai pas tout compris, vous m'en voudrez pas. Mais apparemment ils ont un sismographe sur Mars qui a enregistré des impacts de météorites parce qu'il n'y a pas d'atmosphère autour de Mars. Donc il n'a pas la même protection que sur la Terre. Et donc des météorites plus grosses s'écrasent et ils ont enregistré de l'information et ça va apparemment leur permettre de faire plein d'analyses, d'études et autre chose intéressantes. D'accord. Ok, bien. On développera peut-être ça dans un prochain épisode avec quelqu'un qui suit cette actualité, si d'aventure un de nos chroniqueurs suit de près cette actualité. L'autre anecdote, juste pour le signaler en passant, c'est que évidemment pour enregistrer, j'utilise des petites oreillettes, vous voyez, d'un côté et de l'autre, enfin forcément c'est dans chaque oreille, hein, et à un moment donné, j'ai entendu un poc dans mon oreille et c'est le bouchon, petit bouchon à ailette qui s'est vautré à l'intérieur de mon oreille et que je n'arrivais pas à récupérer. Et donc, j'ai laissé mes petits camarades en plan pendant quelques minutes, le temps d'aller exhumer le petit bidule qui était bien profond dans mon oreille. Et voilà, donc c'était un petit peu fait de chirurgie en quelque sorte avant cet enregistrement. Mais tout va bien, je rassure ma famille. Seulement, je n'écouterai ce podcast que d'une seule oreille, du coup. Voilà, c'est comme ça. C'est un métier dangereux, le podcast. Oui, c'est terrible. Mais c'est la première fois que ça m'arrive en 373 épisodes. Et je pense que sur toute ma carrière, c'est aussi la première fois que ça m'arrive. Donc voilà. Du coup, avec celle qui me reste, l'oreillette qui me reste, je n'ose pas insister, je n'ose pas pousser un petit peu plus parce que, alors là, si je perds celle-là, c'est fini, je suis mort. Quoi qu'il en soit, je vous propose d'attaquer notre abécédaire. C'est une revue de presse, je le rappelle, pour ceux qui nous suivent pas depuis très longtemps. Nous vous proposons donc une revue de presse à la sauce de nos chroniqueurs, sous forme d'abécédaire qui commence cette semaine par la lettre B. B comme Buck Bounty. On va parler donc de récompense. Hein, c'est le principe du Buck Bounty, Sébastien. Oui, effectivement, ça vous aura pas échappé que si vous avez des appareils chez vous, que ce soit des téléphones, des tablettes ou des Mac, il y a eu des mises à jour cette semaine, et notamment des mises à jour urgentes. Moi, en général, ça commence par un mail de notre équipe IT interne qui nous dit « Vous devez faire la mise à jour avant ce soir, sinon vous n'avez plus accès aux mails. » En général, quand ça commence comme ça, c'est qu'il y a une méchante faille de sécurité qu'il faut patcher immédiatement. Et j'ai trouvé la source de ce truc-là, c'est un développeur d'une application qui joue un peu avec les AirPods, qui au mois d'août cet été développait une petite application pour analyser le trafic en Bluetooth entre ses AirPods et son Mac. Et il se demandait pourquoi il y avait des différences de son entre quand on utilisait le micro de l'AirPod dans une conversation comme sur un FaceTime ou sur une vidéoconférence versus Siri où là apparemment la qualité audio est différente. Et il s'est mis à analyser le Bluetooth Low Energy. Vous savez, ce Bluetooth dont on parle assez souvent dans les technos, qui est un autre protocole Bluetooth qui consomme moins d'énergie, comme son nom l'indique, mais qui permet de faire passer un peu moins de données également. Et il s'est rendu compte que quand il parlait, il recevait des paquets d'informations sur sa petite application de sniffing qu'il avait écrit pour mesurer le trafic. Et il s'est dit, tiens, c'est quoi cette information-là ? Il a commencé à creuser un peu et visiblement ça s'activait uniquement quand il parlait, notamment quand il parlait à Siri, sans que son application demande l'autorisation d'accéder au microphone, ce qui est normalement le cas pour les applications Mac ou les applications iOS. Et au fait, il s'est rendu compte que il y avait une faille de sécurité dans le système d'Apple qui oblige les applications à demander la permission pour accéder au Bluetooth, au micro, à la caméra et ces choses-là. Vous savez, ces petits pop-up qui arrivent tout le temps en disant est-ce que vous autorisez cette application ? Et que
dans le contexte de Siri, avec des AirPods et uniquement avec des AirPods ou l'autre marque, j'ai oublié les Air trucs qu'Apple a acheté, et uniquement en Bluetooth, le mécanisme de bypass le mécanisme d'autorisation était bypassé. Donc il a rapporté ça, il a fait une application de démonstration, il a rapporté ça à Apple au mois d'août, le 26 août pour être précis. Le 29 août, il a reçu confirmation d'Apple qu'ils investiguaient, et le 24 octobre, donc cette semaine, le correctif est sorti à la fois pour iOS, iPadOS et macOS, avec des tas d'autres, hein. Il y avait d'autres choses aussi, mais notamment celui-là. Il a vérifié évidemment et ça marche, et il nous annonce que le lendemain de la sortie du logiciel, du patch, il recevait $7,000 US sur son compte de la part d'Apple, ce qui est sympa pour une personne individuelle. Pour Apple, moi je trouve ça un peu peu par rapport à une vulnérabilité qui était probablement exploitée et qui permet plus encourageant, on va dire, à tout le monde de capturer, enfin à tout le monde, à toute application qui a accès au Bluetooth, donc elle a quand même dû demander l'accès au Bluetooth, de capturer le flux, le son qui vient des AirPods quand on parle à Siri. D'accord. Ce qui était intéressant comme problème de sécurité. Mais souvent dans les technos, enfin moi je viens avec des trucs de sécurité, on explique le risque, etc. Et là dans le blog post, et vous avez trouvé le blog post dans les notes du podcast, le gars expliquait comment il a trouvé. C'est pas un hacker, c'est pas un mec qui cherchait à craquer le système, c'est un développeur d'application qui analysait du trafic, qui a remarqué un truc bizarre, un truc pas normal, et qui a creusé, et de fil en aiguille il est arrivé à ça. Et puis on parle jamais de la fin non plus, on dit il y a un bug, etc. Là on vient avec la description du comment, du pourquoi, du comment il l'a trouvé, le patch qui est arrivé cette semaine et le paiement qui est arrivé aussi. Donc ça marche, les Bug Bounty. Oui, c'est ça. Je voulais dire, Apple aurait pu être plus encourageant pour justement encourager ceux qui ont les compétences et ont du temps pour aller en quête de ce genre de soucis, de peut-être y aller plus volontairement. Mais ceci étant dit, combien, $7,000 ou $9,000 $7,000. Ça fait 7 000 € à peu près. Je sais pas combien de temps ça lui a pris au garçon, mais je pense que c'est quand même plusieurs au tarif horaire. Quand même. Au tarif horaire, ça reste une première journée pour la première partie d'investigation, et puis créer les outils pour sciemment reproduire. Il a dû aussi découvrir quel était l'encodage audio qui était utilisé, parce qu'il voit passer des bits et des bytes, mais il a dû prouver que c'était de l'audio. Donc en creusant un peu, il a trouvé que c'était un système d'encodage que je connaissais pas, qui s'appelle Opus. Le temps d'intégrer la librairie Opus, de décoder, trouver où il faut commencer à décoder pour pas prendre les métadonnées, etc., ne décoder que le son. Voilà, ça c'était une deuxième journée de travail. Donc on peut estimer au moins 2 jours qu'il est dans son blog, probablement un peu plus, peut-être une petite semaine quand même. Je sais pas ce que c'est les consultants, enfin les boîtes parce qu'il y a des boîtes qui testent des applications, des boîtes tierces, je veux dire, qui font ça. Je sais pas quel est leur tarif horaire, mais je pense que ça reste quand même généreux. Enfin, je sais pas ce qu'on pense, Benoît. Oui, non, c'est vrai que tu sais, en même temps, voilà, le mec, visiblement ici, il a fait ça parce qu'il était un petit peu curieux. Il gagne $7,000. Il faut pas, il doit être content. Il faut pas cracher dessus. C'est plutôt une bonne chose quand même. Ouais. Donc, alors vous avez raison qu'on pourrait discuter, qu'il pourrait gagner plus, mais bon, voilà, c'est même pas comme s'il avait. Comment dire, c'est pas son métier, c'est pas. Oui, et puis il a pas découvert le vaccin contre le Covid, quoi. Non plus. Et franchement, pour tes mails, je vois pas pourquoi ça gênait l'accès à tes mails. Oui, c'est ça. Bon, ok. Bug Bounty, on est revenu du coup sur le principe. Hein, on en parle de temps en temps, ça arrive de temps en temps encore. On peut pas dire qu'il y ait une grosse pratique du bug bounty. Enfin, on le provoque pas, quoi. Hein, ça arrive quand ça arrive, quoi. Et puis là, on en parle dans l'actualité. Je me rappelle d'un gamin, je pense qu'il avait 16 ans, qui avait trouvé une faille du côté de Microsoft. Et Microsoft avait été assez généreux avec. C'est un garçon qui venait d'Inde, si je ne dis pas de bêtises. Il avait découvert une faille quelque part, et Bill Gates, à l'époque, encore à son époque, avait été assez généreux avec le garçon, si ma mémoire est bonne. Bon, allez, on passe à la suite. La lettre C, comme Coffee Bee. J'imagine que c'est comme ça qu'on dit, Benoît, Coffee Bee. Bah oui, bien sûr. De quoi s'agit-il ? Alors, de quoi s'agit-il ? C'est une technologie, mais beaucoup plus, on va dire, matérielle que ce qu'on vient d'évoquer. Mais c'est un type de produit qu'on voit petit à petit arriver, et que moi je suis avec beaucoup de curiosité, et pour la première fois, pour ma connaissance, ça arrive dans un produit grand public qu'on vend en Europe et tout ça, donc je voulais vous en parler. De quoi s'agit-il ? Ce sont des balles de café, des petites balles de café
Vous savez qu'il y a les capsules bien connues de Nespresso pour faire son espresso. Il y a d'autres marques, d'autres produits d'ailleurs. Et ces produits, c'est quand même un gros marché. Il y a beaucoup de boîtes qui essaient de s'emparer de la place de leader que tient Nespresso, y compris Nestlé, qui a lancé un produit concurrent à Nespresso parce qu'il n'y a pas de raison. Et en Suisse, il y a une start-up qui s'est lancée avec un produit dont l'élément qu'ils mettent en avant, c'est d'utiliser une technique complètement différente pour l'emballage, et d'utiliser un emballage à partir de matériaux végétaux, des algues, qui va être complètement recyclable. Et donc l'idée, c'est tu fais ton café avec la balle, parce que c'est pas une capsule, c'est une balle. Et quand le café est fait, eh ben tu vas jeter ta balle dans ton pot à compost, ou tu la mets dans une plante en pot, et ça va être complètement composté parce que c'est complètement organique. Alors ça fait un bail qu'on voit arriver des différentes sociétés qui annoncent qu'elles travaillent sur le sujet, machin, etc. Et j'avais pas encore vu de mise en œuvre public vendu. Alors c'est vendu pour le moment en Suisse. C'est Migros, qui est une chaîne suisse, Thierry pourrait nous en parler un petit peu plus concrètement, qui met ça en vente, mais c'est une chaîne qui est assez présente en Suisse. Je suis allé quelques fois en Suisse pour le boulot, et tu vois des Migros un peu partout. Oui. Ils ont pour le moment l'exclusivité du produit, et ils distribuent ça avec les cafés et la machine, quoi. Et l'idée, c'est vraiment la mise en avant, c'est de dire, voilà, on va réduire la quantité de déchets, puisqu'en fait, l'emballage est lui-même un produit comme le marc de café, quoi. C'est un produit complètement exploitable. Je trouve que c'est une chouette idée. Ça fait, je disais, un bail qu'on voit des produits dans ce genre-là qui sont dans les labs et tout ça. C'est sympa de voir que ça arrive sur le marché. Oui. Les différentes personnes qui ont testé disent que le café a un goût qui rappelle celui du Nespresso, donc c'est pas mauvais, c'est pas le meilleur espresso de la terre, c'est l'entre-deux, ça correspond à son public. Et le truc qui va vraiment être intéressant de voir, c'est comment est-ce que ce genre de produit, parce que on parle de plus en plus des problèmes d'environnement, de pollution, etc. Donc c'est clair que des produits comme ça, je pense qu'on va en voir de plus en plus. Oui. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Mais c'est bien, moi je trouve ça génial, parce que, alors on pourrait aussi parler pour garder le même appareil, j'avais vu effectivement des capsules recyclables, par contre, c'est le même principe de la capsule traditionnelle, sauf que là, on la remplit, et puis on la nettoie, et on la réutilise. Elle est rechargeable, je ne sais pas si le fabricant originel est tout à fait d'accord avec le principe. Je me rappelle qu'il avait déjà contré ça en rajoutant des petites griffes à gauche, à droite, pour éviter que, voilà, enfin bref, tout ça était des histoires de gros sous, on s'en doute, et de gros chiffres aussi, puisqu'on apprend quand même que 100 000 tonnes de déchets sont produits par ces petites capsules, donc près de 70% est rejeté donc à la poubelle. Il n'y a que 30% qui suivent les circuits de recyclage. Donc c'est quand même important. Ça fait des masses. C'est de l'aluminium. On sait bien que l'aluminium, c'est coûteux à fabriquer. Ça consomme énormément d'eau, et puis c'est très coûteux aussi à recycler. Et donc voilà, cette solution-là me semble. Ça me donne envie de reprendre une machine à expresso, même si c'est un expresso un peu moyen. Moi, ça peut m'aller, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous. N'hésitez pas à commenter, comme toujours, cet épisode et ces news que vous proposent nos petits camarades. Évidemment, comme tu le disais là tantôt, Sébastien, on met les liens en description, puisque toutes nos sources sont à votre disposition pour en découvrir plus et pour aller plus loin, donc n'hésitez pas à aller piocher dedans. On est à la lettre E, Sébastien, c'est à ton tour de parler d'émulateurs quand des passionnés émulent en JavaScript. Tu vas nous détailler ça, évidemment. Les émulateurs, c'est pas nouveau, c'est une technologie qui permet de simuler du matériel de manière à ce qu'un logiciel qui tourne au-dessus de cet émulateur pense qu'il est sur du matériel natif. Donc vous mettez un système d'exploitation, Windows par exemple, sur un émulateur, on appelle ça aussi une machine virtuelle. Voilà, il y a des petites différences. Je vais pas rentrer dans les détails, les puristes me reprendront. Je suis certain que je vais avoir des commentaires sur YouTube entre les émulateurs et les machines virtuelles. Mais un des avantages des émulateurs, c'est qu'ils peuvent ils peuvent traduire des instructions machines aussi. Donc on peut faire tourner une application Intel sur des processeurs ARM ou vice-versa, ou d'autres types d'architecture. Bref, il y a des gens qui se sont amusés à faire ça en JavaScript, pourquoi pas, des gens qui ont du temps.
Et surtout quelqu'un qui s'est amusé à packager tout ça de façon à ce que ça soit facile à consommer, parce que c'est bien d'avoir un émulateur de PC ou un émulateur Motorola, machin chose écrit en JavaScript, mais quand on va regarder les pages GitHub de ces projets, il faut avoir autant de temps qu'eux pour pouvoir télécharger, installer, trouver une image d'OS, booter le truc, etc. Oui, donc il y a quelqu'un qui a packagé tout ça, et il a énormément de crédit, il est très modeste, il dit 99% du travail vraiment dur a été fait par les autres, moi j'ai tout mis ensemble, mais il a pris Electron. Electron, si vous vous souvenez, c'est cette interface, c'est ce framework qui permet de faire des applications multiplateformes, qui est lui-même écrit en JavaScript. Electron, vous l'utilisez, vous l'avez sur votre PC, si vous utilisez Visual Studio Code, si vous êtes développeur, vous avez Electron. Vous avez Slack, c'est Electron, Facebook Messenger, pas sur portable, hein, mais sur PC et Mac, c'est Electron. Pardon. Donc tout ça, ce sont des applications qui sont faites avec Electron. Et donc lui, il a pris Electron. Il a mis un émulateur dedans, et puis il a trouvé, je sais pas trop comment il a fait, des images, enfin je me doute de comment il a fait, c'est pas très légal, c'est ça que je veux dire, des images originales de Windows 95 ou de système macOS, avant macOS 10, donc le vrai original macOS, et il a fait 2 applications à télécharger de sa page GitHub, ça s'installe, on la met dans son folder applications sur Mac, mais ça marche sur Linux et Windows aussi, et une des deux, il y a Windows 95, et l'autre, c'est un macOS 7, si je ne dis pas de bêtises, un macOS System 7 qui tourne là-dedans. Alors si je vais venir dans un moment, c'est autre chose parce que j'ai continué mon exploration. Donc j'ai commencé à jouer avec ça et c'est étonnant. D'abord c'est fluide. Enfin bon, j'ai un Mac M1 assez récent ici, donc c'est déjà une bête de course en soi. Mais je m'attendais à une émulation lente, etc. Vous pensez JavaScript, machin, et tout. Ben non, ça tourne presque mieux que le PC que j'avais à l'époque, un 386 qui faisait tourner ça. Ça m'a replongé dans un peu de nostalgie de voir Windows 95, le menu Start, de voir il y a Netscape qui est installé, évidemment il marche pas, même si le réseau marcherait, la plupart des sites web ne supportent plus le SSL de l'époque, mais de revoir l'icône de Netscape et le splash screen de Netscape avec la roue pour la barre pour naviguer les bateaux là, ça m'a arraché presque une petite larme. Et puis j'ai commencé à regarder, mais d'où vient ce mec, il a tout packagé, il est génial, mais il prend ça tout. Et donc j'ai été voir les projets sources qu'il a utilisés et je suis tombé sur un deuxième truc qui m'a encore plus bluffé. C'est un macOS System 6 qui tourne dans le navigateur. Si vous regardez la vidéo du podcast, c'est ce que Marc a à l'écran pour le moment. Sinon, allez voir le lien dans les notes du podcast. Et donc là, vous n'avez même rien à installer. C'est votre navigateur et c'est macOS System 6 qui tourne dans votre navigateur. Ils ont mis Photoshop, ils ont mis SimCity. J'ai perdu 1 heure cet après-midi. Je vais rendre un document, je le rendrai demain parce que j'ai passé 1 heure à jouer à SimCity cet après-midi sur macOS System 6. Je sais, c'est dur à croire si on prend le truc hors contexte comme ça. J'ai découvert des trucs sur SimCity que je soupçonnais même pas. Il y a des gens qui ont fait des plans de villes existantes, Paris, Londres, etc., qui sont aussi dans l'émulation. Donc on peut ouvrir Paris et on reconnaît Paris avec la Seine, avec les principaux musées, le Bois de Boulogne, les parcs et tout. C'est de la folie. Et ça va vite. Je m'attendais à un truc réactif, lent et que, ben non, les sons y sont, la souris, enfin tout fonctionne bien. C'est un peu petit sur l'écran parce que je sais plus, c'est la résolution originale quoi, 600 et quelques. Donc sur mon écran, ça fait un petit carré au milieu. Mais c'est épatant. Voilà, si vous avez envie de jouer à SimCity ou voir Photoshop tourner sur un macOS System 6 dans votre navigateur, j'ai essayé avec Firefox, j'ai pas essayé avec d'autres, mais enfin a priori ça devrait fonctionner sur n'importe quel navigateur moderne. Voilà, il y a des gens qui ont beaucoup de temps et moi je leur dis merci parfois parce que c'est amusant de retourner. Ça fait un peu de ce qu'on appelle du rétro computing et c'est très sympa. Et alors, après, il me met ça entre les mains après 18 minutes de podcast et il croit qu'on va tenir jusqu'au bout. Non, c'est marrant comme tout. On a mis le lien évidemment et vous allez pouvoir vous amuser, mais vous gardez ça sur le coude gentiment et vous écoutez le podcast jusqu'au bout parce que sinon vous allez arrêter après 18 minutes, 19 minutes maintenant. Non, c'est une chouette idée et ça marche bien. C'est vrai que c'est bluffant. Belle découverte. Rien à dire de plus. Peut-être Benoît. Non, c'est comme quoi JavaScript, c'est un langage qui est vraiment très efficace. Hein. Complet. Il a cette perception de ne pas être efficace et c'est complètement injustifié. Et c'est tellement bien puisque c'est le client qui paye la note d'électricité. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. On passe à la lettre suivante, la lettre K. Comme c'est rare qu'on a la lettre K. Mot compte triple.
Ouais, Scrabble. Kindle, Benoît. On parle de la Kindle Scribe. C'est la première des tablettes avec... tu vas nous dire avec quoi. Voilà, avec un stylet. Donc le Kindle, c'est cette liseuse, hein, c'est le produit avec lequel on peut lire ses bouquins. Ça fait un bail maintenant qu'Amazon a annoncé ce produit. 15 ans, merci. Merci, Seth. J'ai pensé à toi cette semaine en voyant la news. Écoute, regarde, j'en ai toujours une. Et je suis toujours fidèle au produit. Donc, au départ, c'est une liseuse, on lit ses bouquins qu'on achète sur Amazon, etc., etc. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est depuis quelque temps, il y a un certain nombre de tablettes qui arrivent sur le marché avec de l'encre numérique, donc des tablettes comme le même type d'écran qu'un Kindle, mais avec une tablette. Et l'idée, c'est que tu vas pouvoir écrire dessus. La plus connue peut-être, c'est Remarkable. C'est un produit qui se vend vraiment comme ça. Donc c'est une tablette d'une taille un petit peu grande. C'est pas une liseuse. C'est pas prévu spécifiquement pour lire des bouquins. On peut évidemment mettre un bouquin dessus, mais c'est pas prévu spécifiquement pour ça. Et ça permet de prendre des notes. Ça permet de dessiner. J'ai un collègue qui en a une. C'est hyper fluide. On avait testé la première version chez les Technos il y a déjà bien longtemps. Vous retrouverez ça dans les hors-séries. On avait fait un test de la version 1. Il y a une version 2 qui est sortie il y a pas très longtemps. Oui, tout à fait. Et qui est remarquable. Mais l'idée ici, c'est de prendre le Kindle et d'offrir un petit peu dans une version plus simplifiée, mais la même notion, c'est-à-dire que tu vas pouvoir prendre des notes dessus. Alors, ils ont fait un grand Kindle. Ça rappellera là aussi les débuts du Kindle, parce que dans les premières générations, il y avait un très grand Kindle qui était destiné plus à des livres techniques. Là où le petit, celui qui se vend, était plus destiné à des romans quelque part. Donc ils ont refait un grand écran, je suppose en se disant, quand on veut annoter, c'est soit des documents qu'on est en train de relire, donc imprimés en A4, soit des livres un peu plus techniques, etc. Et l'idée, c'est on va pouvoir annoter dessus. Ça semblait vraiment être le premier marché qui vise, mais on aura également la possibilité de prendre des notes. Donc, il y aura une option prise note. Et tout ça, petit à petit, va s'enrichir des fonctions du cloud Amazon. Donc, dans un premier temps, la liseuse, elle permettra d'annoter ces textes et des bouquins qu'on a achetés et de prendre quelques notes. Dans un deuxième temps, ils annoncent ça pour 2023. On pourra envoyer des documents Word, les recevoir sur son Kindle, ce qu'on sait déjà faire aujourd'hui. On sait envoyer un document Word et le relire sur son Kindle, mais surtout, on pourra alors écrire dedans et le compléter. Donc ça va être un élément supplémentaire. Le produit est annoncé pour le 30 novembre, donc pour le moment, il est en précommande. La date, je pense, n'est pas choisie au hasard, c'est juste après le Black Friday. Comme ça, ils n'ont pas à faire des promos dessus. Ouais. Et voilà, il n'y a pas de raison. Donc, ça veut dire que j'ai évidemment pas eu l'occasion de le tester. Ce que je suis très curieux de voir quand il sera disponible et qu'on pourra le tester, c'est la réactivité de l'écran. Parce que c'est vraiment un point sur ces produits avec tablette à écran e-ink, c'est vraiment la réactivité de l'écran. La Remarkable, elle est vraiment extrêmement fluide. Donc, quand tu traces le stylet, l'écran suit immédiatement. Et il y a des modèles où tu as une petite latence. Et ça, la petite latence, quand tu écris, elle est très, très, très embêtante. Ouais. Donc ça, je serais vraiment curieux de voir ce qu'ils ont fait, mais... Il faut voir aussi sur la surface et le pen, comment ils l'ont étudié, parce que je me rappelle du test de la Remarkable, c'est qu'il y avait comme un toucher genre papier. C'est-à-dire il y avait une espèce de granularité qui donnait quand même l'impression, c'était pas tout lisse comme un iPad, par exemple, qui fonctionne très très bien aussi. Moi, j'ai pu tester le système de pen 1 ou le 2 sur un iPad, c'est assez bluffant. Mais là, c'est peut-être plus pour du dessin que pour de la prise de notes. J'ai l'impression. Et donc, il va falloir voir comment ils ont fait ça, et voilà, voilà. Oui, puis je me demande aussi comment ils réexportent après, parce que si on prend des notes, l'idée, je suppose, c'est pour pouvoir se le réenvoyer. Sous quel format? Est-ce qu'ils gardent le format original? Est-ce que c'est un PDF ou pas? C'est à creuser. Oui, il y a quelques fonctionnalités qui existent par ailleurs, et donc forcément, ça va forcer la comparaison, et donc il faudra s'intéresser à ça d'un tout petit peu plus près. Mais ça reste un produit. Alors on pourrait discuter du prix. On n'est pas des vendeurs Amazon. Il faut 30 € au prix de départ avec le stylet de base et le moins de mémoire possible. Ouais. Et si tu veux le stylet premium, donc il y a une gomme et un petit bouton, tu montes à 450. Oui, c'est ça. 64 gigas 64 gigas, c'est la mémoire maximum. Donc voilà, il faut en avoir l'usage. Faut être clair, c'est pas. Moi, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'ils le fassent sur un grand écran.
Parce que je comprends la logique si tu veux annoter un bouquin, mais pour ce qui est de prendre des notes, moi j'aime bien un petit calepin. Ah oui. Et ça, c'est tu vois, le côté prise de notes, ça le fait, c'est un petit peu moins... Je pense que c'est pour que les gens puissent prendre leur... Enfin, il faut voir aussi la précision du stylet, hein, et de l'épaisseur du trait. Enfin, j'imagine que tout ça est configurable, évidemment, hein, mais oui, enfin, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont pas demain nous sortir une version de poche, ou enfin avec un écran plus petit. Là, du coup, le bord noir qui était un peu que toi t'aimes bien, hein, quand même, Benoît, si je me rappelle bien, pour la préemption de la tablette, de voir un bord un peu plus épais du côté là c'est du côté droit, enfin du côté gauche, enfin ça dépend. Retourne. Oui, c'est ça. Il suffit de la retourner, en fait. C'est comme les tasses de café, quoi. Voilà, tu retournes la tasse de café. Ça marche pas bien que l'autre, mais c'est pas grave. Vous m'avez compris. Écoutez, je ne réfléchis que d'une oreille aujourd'hui, donc c'est pas réversible. Donc voilà. Moi, l'objet me tente. J'ai envie de dire. C'est un peu particulier. J'ai pas ça souvent. Enfin, de temps en temps, j'ai ça, et avec l'âge, je l'ai de moins en moins. Mais de temps en temps, je vois un objet comme ça et il me tente. Je sais pas pourquoi. Je vais y dormir une nuit dessus et demain j'aurai oublié, mais voilà. Donc mais c'est une bonne idée. Il faut le reconnaître au passage. Où est mon bouton? Il est là. Pour passer à la lettre P. P comme passkey, case. Je vais y arriver. Passkey. Oui, ou passkey. Mais je crois que ça faisait pastis dans ma bouche. C'était un peu bizarre. Bouche d'alcoolique sans doute. Ces fameux passkeys deviennent une réalité, Sébastien, mais tu vas nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi ça devient une réalité. Ça y est, c'est fini les mots de passe. Ouais, c'est une minute de silence pour la fin des mots de passe. Mais non, mais ça fait au moins 2 fois que je vous en parle dans les technos, mais là ça commence à devenir vrai. Donc chaque fois qu'il y a des progrès là-dedans, je reviens avec ma nouvelle. Oui. Il y a 1 an ou 2, je vous avais expliqué FIDO, le protocole FIDO, le FIDO Alliance, ce protocole qui permettait d'éviter les mots de passe justement. Il y a quelques mois, au début de l'année, quelque chose comme ça, je vous avais dit tiens, Apple, Microsoft et Google sont en train de s'entendre pour mettre ça en place. Et ben devinez quoi, il y a le premier site web qui vient d'arriver grand public, mainstream, sans mot de passe. Enfin, il y a toujours l'option mot de passe, rassurez-vous, mais il y a aussi passkey, c'est PayPal, paypal.com aux États-Unis. Donc vous ruez pas sur PayPal maintenant. Je suppose que ça va arriver en Europe bientôt. Mais paypal.com aux États-Unis vient de lancer l'authentification via le protocole passkey, donc sans password. Alors, comment ça marche, vous allez me dire? Ben, c'est très simple. La première fois que vous visitez le site web, il y a une paire de clés cryptographiques qui est générée de votre côté. Vous stockez la clé, enfin votre système d'exploitation macOS, iOS, Android ou autre stocke votre clé privée de façon sécurisée dans une partie de l'ordinateur qui est protégée. Et la clé publique est envoyée sur le site web en question qui l'associe à votre profil en disant bah voilà, quand c'est moi, c'est ma clé publique. Et à chaque fois que vous revenez sur le site web, il y a un petit challenge qui est échangé entre votre ordinateur et le site web. En gros, c'est un challenge, c'est un chiffre aléatoire qui va être signé par votre clé privée et si la clé publique qui est sur le site web correspondant arrive à déchiffrer la signature, à vérifier la signature, bah c'est que c'est bien vous puisque vous avez votre clé privée. Donc où sont les clés privées? Elles peuvent être sur un petit device compatible FIDO, une petite clé USB, mais évidemment dans les téléphones Android, iOS, sur les Mac ou les PC qui supportent tout ça, il y a ce qu'on appelle des enclaves, des zones des zones sécurisées pour stocker de l'information telle que des clés privées, et ces zones se débloquent via soit un PIN code au minimum, mais souvent c'est simplement un Touch ID, un Face ID, ce qui permet de débloquer la clé privée. Ça veut dire que vous n'avez plus de mot de passe à retenir. Vous allez sur le site PayPal, vous devez quand même dire qui vous êtes avec une adresse email ou un truc comme ça. PayPal va rechercher la clé publique associée avec votre username, votre adresse email, et si vous avez la clé privée correspondante, moyennant déblocage avec un Touch ID ou un Face ID, voilà, vous êtes dedans. Donc ça évite toute une série d'attaques, ça évite les attaques de social engineering où on essaye de vous faire rentrer votre mot de passe quelque part, parce que si vous êtes redirigé sur un site web qui ressemble à celui de PayPal, bien votre ordinateur va dire ah oui mais c'est pas le site web qui a ma clé publique, c'est pas le même, l'URL n'est pas la même, le certificat SSL n'est pas le même. Et donc ça évite beaucoup de types d'attaques de phishing également. Donc c'est bien, il faut que les développeurs fassent un tout petit effort. C'est compatible entre Windows, Apple, enfin les systèmes d'Apple et les systèmes de Google.
Donc c'est à noter également. Il faut voir jusqu'à quel niveau ira l'interopérabilité, évidemment. Et puis il y a toujours une question que je me pose et pour laquelle j'ai pas la réponse, mais je ferai encore une chronique dans les technos quand j'aurai la réponse. C'est qu'est-ce qui se passe quand je change de machine? Est-ce que je dois penser à exporter mes clés privées? Tu fais les questions et les réponses. J'ai plus non, mais je peux sortir. Si on fait rien, ça marchera plus. Et c'est pas con. Donc il faudra penser à un moment ou à un autre. Je suppose qu'ils y ont déjà pensé, un moment de moyen d'exporter toutes tes clés privées sur ta nouvelle machine. Alors sur Apple, c'est relativement simple, c'est iCloud Keychains, et donc si tu les quand je parle d'iCloud, il fait bip devant moi. C'est chez moi, je cherche pas, c'est chez moi. C'est une tradition. Chez certains, c'est Google, chez d'autres, c'est Alexa, chez toi, voilà. Oui, ne dis pas trop fort. J'ai entendu à l'épisode la semaine passée un Google. Je me dis chez moi ça risque pas d'arriver, mais l'autre ça risque. Il est là derrière moi. Ceci dit, voilà, oui, donc il faudra un système qui permette de bouger ses clés privées de façon sécurisée d'une machine à l'autre, à voir à l'usage. Qu'est-ce que c'est comme une bonne idée, ça peut-être, Benoît, qu'il en pense quoi? Mais oui, effectivement, ici ça rend les choses plus simples. Mais au début, je voyais pas, parce qu'il y a déjà une solution qui te permet de t'identifier avec un compte Apple sur beaucoup de sites. C'est encore une solution différente. Ça, c'est encore autre chose. Oui. Ce que tu appelles, c'est Signing with Apple, qui est de la fédération d'identité. Donc, quand tu veux t'authentifier sur un site, tu es redirigé vers le site d'Apple, tu t'authentifies chez Apple, il génère un token qui renvoie au site original pour dire ça y est, j'ai vérifié cette personne, c'est bon. Ça, c'est de la fédération d'identité. Ici, on parle d'un système où on supprime les mots de passe. Il faut plus de mots de passe pour s'identifier sur quel que soit le site web. C'est un système de clés privées, clés publiques générées de ton côté, clés privées gardées de ton côté, clés publiques gardées sur le serveur. Alors j'avais une autre question, mais peut-être que ça m'a échappé parce que tu dis effectivement le déclencheur c'est le Face ID ou le Touch ID quand on est sous iOS. Quid quand on est sur un PC de maison, enfin traditionnel ou autre, il y a une manœuvre à accomplir ou ça c'est en dehors du protocole. Disons, chaque vendeur peut sécuriser ses clés privées de la façon dont bon lui semble. Sur Apple, ça sera via les enclaves, la keychain et donc les Touch ID, Face ID. Sur un PC Windows sans truc biométrique, il faudra quelque chose. Je suppose que Windows a un système équivalent pour stocker les mots de passe qu'il sauve et qui peut le protéger, probablement avec le mot de passe de session Windows tant que la session est ouverte ou quelque chose comme ça. Ça dépend de l'implémentation du système, souvent le système d'exploitation côté client. C'est à lui de protéger ton trousseau de clés privées et de s'assurer que quand tu vas chercher une clé privée, c'est bien toi qui es derrière le clavier à ce moment-là et pas quelqu'un d'autre, souvent en redemandant un mot de passe ou un code PIN ou une caractéristique biométrique. Bon, si ça peut augmenter la sécurité, enfin, j'ai encore plein de questions, mais je sens qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Quid de nos comptes professionnels, ceux qui ont plusieurs comptes, ça arrive régulièrement, plusieurs comptes Google par exemple. Enfin voilà comment ça va se passer dans ces cas-là, mais j'imagine que les développeurs vont se mettre à la tâche, il faut remonter les manches. Là j'ai vu une démo sur ce coup-là spécifiquement. T'as une interface de pop-up qui dit j'ai plusieurs clés privées pour ce site web-là. Laquelle vous voulez, tac, et tu donnes un nom à tes clés privées, la clé pro, la clé personnelle, etc. Bon, Benoît, encore un commentaire ou on peut passer à la suite? Non, on peut passer à la suite. Ah bon, d'accord, je pensais qu'on allait creuser la question encore plus profond, mais non. On passe à la lettre P, P comme pâte. Oui, c'est un épisode avec Benoît, donc forcément, j'ai des petites surprises. Il y a toujours avec Benoît à boire et à manger, et c'est ça qui est bien aussi. On va parler d'un quizzer passif de la marque Barilla, marque bien connue des gourmets. Voilà, exactement. Et en fait, Barilla, depuis peut-être 1 ou 2 semaines, a lancé une espèce de campagne de pub en disant on peut économiser de l'énergie en cuisant ses pâtes. Et le principe, je vais aller très vite parce que je vous promets que ça va arriver sur la techno après. Le principe, c'est que tu fais bouillir l'eau de tes pâtes, tu mets tes pâtes dedans, tu laisses 2 minutes avec la flamme ou le chauffage pour que pas le chauffage, l'élément chauffant pour que tes pâtes continuent à bouillir, puis tu coupes ça et tu mets un couvercle dessus et Barilla prétend que tu peux économiser 80% d'énergie, ce qui, par les temps qui courent, mon bon monsieur, est quelque chose d'intéressant. Alors, ils ont voulu lancer ça, donc ils ont fait une grosse campagne de pub. Ils ont lancé 3 accessoires pour supporter ça. D'abord, une table disant
Voilà les temps de cuisson adaptés de nos pâtes. Donc, en fonction de la pâte, le temps que tu l'as laissé avec le couvercle varie et c'est pas le temps qui est indiqué sur le paquet. Deuxièmement, et c'est de ça dont je veux vous parler, le cuiseur passif. Le cuiseur passif, c'est un petit gadget que tu imprimes à la maison. Tu prends un Arduino BLE, un anneau BLE, tu charges dessus le code que Barilla t'a fourni, tu soudes un petit capteur en dessous, tu montes tout ça dans ton machin que tu as imprimé, tu télécharges l'appli que Barilla a mis à ta disposition sur les différents stores, et tu parles avec ton cuiseur passif qui va surveiller et t'aider à faire ta cuisson. Donc il va te dire quand l'eau bout et que tu peux mettre tes pâtes, il va te dire quand tu peux couper la flamme et quand tes pâtes sont cuites. Ce qui est absolument, je trouve, gag comme tout. Évidemment, bon, faut manipuler un peu le fer à souder, faut une imprimante et tout ça, donc ça s'adresse plutôt à les geeks que à Monsieur Tout le Monde, mais moi j'ai trouvé l'idée amusante comme tout, parce que je ne me souviens pas avoir déjà vu une marque grand public, parce que là on est sur un produit complètement grand public, c'est pas un produit tech du tout, hein, lancer une campagne de pub et mettre au centre de la campagne de pub un objet à imprimer chez soi, à fabriquer soi-même avec son Arduino, quoi. Ça j'avais pas encore vu. Ben oui, Juste pour être complet, ils ont proposé une troisième solution, c'est un chatbot WhatsApp. Donc tu peux aussi sur WhatsApp dire je lance mes pâtes, et il te prévient quand tu dois aller couper de l'énergie. Chatbot de cuisson passive. Ouais. Mais c'est le cuiseur passif, moi, qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Pour dépoussiérer une marque, il n'y a rien de tel. D'un point de vue purement marketing, moi je trouve ça assez bluffant parce que là ils vont chercher quand même un public. Enfin c'est particulier quoi. Enfin je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais je m'attendais pas à ça de la part d'une marque comme celle-là. Je veux dire c'est. On dit Barilla, mais imaginons d'autres marques de pâtes, Panzani, Soubry. Maintenant il faut citer toutes les marques de pâtes. On est parti. Voilà quel rapport quoi. Enfin c'est assez particulier quand même. Ouais. On parle souvent avec nos clients de transformation digitale. Alors c'est un grand mot, mais comment le business peut se réinventer en utilisant des technologies modernes et comment la technologie peut aider à démarrer le business. Ben voilà un merveilleux exemple sur un créneau qui n'est absolument pas technologique. Enfin quoi, la fabrication peut-être, mais en tout cas la partie consommation ne l'est absolument pas. Et comment elle émet de la technologie et comment la technologie peut aider à résoudre certains problèmes. Bon, je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas à diminuer le pain point comme on dit. des clients, c'est un super exemple. Et le site est drôle, enfin amusant, drôle, on va pas non plus exagérer, on se fend pas la gueule, mais il est bien fait, il est technologique lui-même le site quelque part, hein, parce qu'il y a de la vue en 3D, etc. La vidéo de présentation, je sais pas franchement je ne sais pas quel public ils vont chercher, parce que c'est commence avec une jeune femme qui se maquille, on dit 2 minutes pour se maquiller, et enfin ça brasse tous les genres, et c'est assez bluffant en fait, et ça me donne faim. Ça marche. La prochaine fois que tu seras au supermarché, tu verras ton crayon de pâte, tu verras Barilla et tu te souviendras de cette chronique et tu achèteras des Barilla. Mais enfin, alors, soit on est, nous, à nos âges, complètement dans la cible et ça a fait mouche, hein, soit ils déconnent complètement, ils disent on va à la pêche, on verra bien ce qui va mordre. Quoi. C'est pas une petite campagne, hein, parce qu'ils ont dû concevoir le gadget, alors le mettre en open source et tout, ça c'est pas compliqué pour eux parce que c'est pas c'est pas un produit qui est essentiel pour eux, donc le côté avoir distribué le produit c'est pas un gros problème, mais ils ont quand même dû faire la conception du produit, la conception du logiciel, tout le site et la traduction multilingue, hein, parce que le site il est dans toutes les langues, hein. Donc c'est quand même, mais comme tu dis, avec quand même et puis toute cette réflexion pour dire, il y a une étude scientifique derrière pour calculer l'économie de 80% d'énergie et compagnie. Ouais. Ils se sont quand même fendus d'une. C'est pas une petite campagne rapidos quoi. Non, devenir un champion d'échecs en 2 minutes, ça c'est l'autre campagne. Et il y a un homme qui joue aux échecs avec un poulet. Donc vraiment particulier, on vous met le lien comme d'hab, hein. Vous avez jeté un petit coup d'œil. Décidément cet épisode est très ludique les amis, et du coup je vous le dis, ça fout la dalle aussi en passant. Benoît, on te laisse devant le micro pour parler de tout à fait autre chose du coup, de Uber et du déséquilibre des forces. Là par contre c'est moins ludique, c'est moins amusant.
Effectivement, c'est moins ludique, c'est moins amusant. C'est pour parler, mais ça va être assez rapide parce qu'il y a pas. Je pense que c'est un sujet important, donc il faut l'aborder, mais il est assez court. Mark McCann, c'est la personne qui avait il y a quelque temps, c'est un des lobbyistes de Uber, qui avait il y a quelque temps sorti une série de documents internes à Uber montrant le lobbying assez fort qu'Uber fait. On s'en souvient peut-être parce qu'en France en particulier, il avait distribué des informations qu'il avait échangées avec le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. À l'époque, il était ministre, pas encore président, et qui avait effectivement pris corps et âme pour la marque Uber et qui avait s'était démené pour leur permettre de s'installer en France. C'est un lanceur d'alerte en fait, hein, Marc. C'est un lanceur d'alerte, tout à fait. Et il vient d'être interrogé au Parlement européen, parce que il y a actuellement cette espèce de lutte entre des acteurs comme Uber et les autres acteurs de la tech et de l'économie, de la gig économie, cette économie où en fait on fait ça en lieu et place de son travail normal, et d'un autre côté, les chauffeurs, les distributeurs, tous ces gens qui travaillent ainsi. Et là, il y a cette espèce de dualité en ce moment. Le législateur s'y intéresse, propose des choses, s'arrête, revient en arrière et tout. Et donc, les députés européens sont venus en disant, on voudrait comprendre un petit peu. Ils l'ont interviewé et il a dit quelque chose il a mis en garde sur 2 points qui sont importants, auxquels on ne pense pas nécessairement. Il y a un déséquilibre de force colossal entre le chauffeur Uber et la marque Uber. Il y a bien sûr le déséquilibre qu'on connaît avec un côté la maîtrise de l'algorithme et de l'autre côté le chauffeur à qui on dit tu vas là et qui n'a aucun contrôle là-dessus. Mais on a aussi et c'est pas neutre, un déséquilibre en matière de rapport de force, parce que Uber peut, c'est ce qu'il dit, sans problème traîner ses chauffeurs en justice pendant des années, là où les chauffeurs ne regardent pas, ils en ont impérativement besoin. Oui. Et donc, il incite vraiment le législateur à réfléchir sur certaines décisions qui viennent d'être prises en Europe, ou des propositions de loi pour essayer de rééquilibrer un petit peu le rapport de force ont été rejetées par les ministres disant non, il faut pas bloquer le progrès, il faut pas bloquer tout ça. Et c'est assez intéressant de voir ça d'un ancien lobbyiste disant attention quand même, parce que le rapport de force est extrêmement déséquilibré. Voilà. Non, mais je pense que ça appelle même pas nécessairement beaucoup de commentaires, mais c'est intéressant de voir aussi les choses un peu de l'intérieur. Quand il y a un lanceur d'alerte comme ça, c'est souvent l'occasion de, tiens, est-ce que c'est l'affirmation de ce qu'on pensait, ou est-ce que c'est la réalité? Enfin voilà, Sébastien, peut-être un commentaire, alors que ceux qui ont l'image, évidemment, voient que Benoît est frisé depuis le début de ce sujet, ce qui est pas bien grave, hein. Tu n'es pas dans une position délicate, tu ne tires pas une grimace horrible, t'es juste un petit peu gelé. Mais c'est pas grave. Sébastien, un commentaire. Non, je me disais que ça tombait à un moment où en France, en tout cas, il y a un bras de fer entre le gouvernement et Uber, puisque les chauffeurs essayent de faire reconnaître leur statut de salarié, tandis que Uber veut les faire passer comme des freelances, comme des indépendants qui sont payés à la tâche, à l'heure, alors qu'eux ils disent non, nous c'est notre job principal, source de revenus principale et source de consommation de temps principale, et c'est en cours de négociation pour le moment, donc c'est aussi un dossier à suivre. On a retrouvé Benoît est dégelé. Il est dégelé. Voilà, on a fait le tour de cette question. Évidemment, comme toujours, si vous trouvez que ça appelle un commentaire, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo sur YouTube, si vous nous écoutez sur YouTube, ou sur notre blog lestechno.be. C'est encore là le plus facile pour nous retrouver, ou via les réseaux sociaux habituels, Twitter, Facebook, LinkedIn également, si vous en avez l'occasion. On peut peut-être passer à la suite, du coup, puisqu'on a écrasé le sujet Uber pour parler. Ou alors tu voulais rajouter un truc, Benoît? J'ai vu ton doigt se lever au dernier moment. Non, c'était... Ah, j'ai plus le son, par contre. On a l'image, mais on n'a plus le son. C'est rigolo. On a l'image, mais on n'a plus le son. Le son est frisé. Et je n'ai plus de son. C'est bizarre, mais voilà. C'est dommage. Je suis sûr que tu peux le faire par écrit, ton commentaire, aussi long.
On est désolé. Franchement, c'est pas chez moi. C'est manifestement, il y a un problème de son. Donc, on voit tes lèvres bouger, mais voilà, ceux qui ont l'habitude de la lecture labiale comprendront. Donc on est à la lettre V. Décidément, cet épisode est particulier. V comme Volterra. Sébastien, de quoi s'agit-il ? N'oublie pas de balancer le jingle V Volterra. Je crois que c'est le dernier. Fait, hein. Ah non, je l'ai pas fait. C'était Uber le dernier. Ah bah écoutez, je vais faire voilà, V comme Volterra. Si tu veux le jingle, je mets le jingle. Ah oui, moi je suis conditionné pour parler après le jingle. On ne parle pas avant le jingle. Pris. Alors il y a Microsoft qui nous vend des PC et ça va pas nous coûter un bras parce que ce sont des PC ARM. Attention, là, double jeu de mots en double langue. Non, mais ça vient de m'arriver là comme ça et je me dis que l'autre Sébastien n'était pas là, donc il fallait bien que quelqu'un reprenne le flambeau. Microsoft a annoncé qu'ils allaient vendre des PC pour les développeurs. Il y a déjà quelques temps sous le projet Volterra et ils viennent d'annoncer cette semaine que ça y est, c'est disponible. Donc on a pu regarder la bête en question. Ce sont des petites boîtes avec un processeur ARM dedans, avec des Snapdragon 8CX Gen 3. Me demandez pas ce que c'est parce que je suis pas spécialiste d'architecture ARM, mais enfin ce sont des processeurs qu'on retrouve dans les Surface Pro 9, 512 Go de stockage, 32 Go de RAM, donc des belles petites machines pour des développeurs, bardées de ports USB, display link et autres. Il y a un port Ethernet câblé, donc pour la mettre sur le réseau, on peut mettre jusqu'à 4 écrans 4K dessus, plus clavier souris évidemment. Donc des belles petites machines de développement avec Windows version ARM qui tourne dessus et surtout toute la chaîne d'outils de développement pour ARM depuis Visual Studio Code, des outils de compilation, de débogage, etc. Donc il y a un vrai push de la part de Microsoft pour se mettre à développer, pour que les développeurs se mettent à développer sur ARM et je me demande pourquoi. Alors évidemment il y a la Surface Pro, il y a des trucs comme ça, on pourrait dire c'est pour ça, ou est-ce qu'ils travaillent vraiment de façon plus ou moins ouverte, puisque s'ils vendent ce genre de machine, c'est que déjà il y a du Windows qui tourne sur ARM, qu'il est semi-public et qu'ils encouragent les développeurs à le faire, donc on peut s'attendre peut-être à avoir un peu plus de choix de PC Windows prochainement avec des PC ou des laptops ARM qui reviendraient aussi. La petite bête coûte $600, ce qui enfin moi j'ai pas de référence dans le monde de PC donc je peux pas dire si c'est cher ou pas, mais d'après les articles que j'ai lus ça semble honnête par rapport à un Mac Mini au hasard. Au hasard. Je dirais que c'est dans les prix, c'est même un peu cher. Le mode d'expression de Benoît pour l'instant, vous ne l'entendez pas, forcément on ne l'entend plus, je ne sais pas pourquoi, mais il sourit béatement. Donc je prends ça pour une approbation. Et évidemment, Benoît, et un pouce levé, le confirme, merci. Non mais voilà, ça ressemble quand même furieusement à un Mac Mini, aussi bien sur l'architecture aujourd'hui par rapport au M1 et au M2. Voilà, mais c'est très bien, hein. Je veux dire, je ne me lancerai pas dans une critique de... C'est une machine qui dessine aux développeurs, hein. Il la market comme ça, il l'appelle comme ça s'appelle Windows Dev Kit, donc c'est bien clair que c'est pas une machine grand public. Alors rien n'empêche évidemment le grand public à mon avis de l'acheter et de l'utiliser, sauf qu'il y aura pas beaucoup d'applications Windows ARM à ma connaissance, à part des applications pour les développeurs pour le moment. Oui, c'est ça, c'est pour des éditeurs, etc., ou des émulateurs qui vont permettre effectivement de faire des choses avec. Oui, ben c'est ce qu'on attend d'eux, avant de mettre ce genre de machine sous cette configuration-là ou une autre, entre les mains de tout le monde, du coup. C'est un peu... Ce qui me semble intelligent aussi, parce que c'est le problème de la poule et de l'œuf, hein. Les gens vont pas aller sur l'ARM s'il n'y a pas d'application, il y aura pas d'application s'il n'y a pas un marché de masse pour vendre ces applications, et donc le fait de vendre à un prix normal des machines pour les développeurs, ça permet aux développeurs déjà de porter leurs applications. Je suppose que des gens comme Adobe et tous les éditeurs logiciels importants vont regarder ces machines de très près si ce n'est qu'ils ont déjà peut-être commandé ces machines également. Je suis content parce que Benoît a retrouvé son micro et son avis m'intéresse. Exactement. Je pense que ça marche de nouveau. Oui, c'est juste. Oui, voilà. C'est l'effet meeting en fait. Tu sais, je suis en mute, j'ai des problèmes. C'est le truc que je vois à la mode. Non, je suis comme Seb, c'est-à-dire que ça fait des années que Microsoft a une version de Windows pour ARM avec laquelle ils font rien. Il y avait d'ailleurs même un projet
tu vois, un petit ordinateur qui se présentait un petit peu dans la mouvance des Raspberry Pi et compagnie. Sauf que c'était pas du tout le même prix, qui se vendait comme étant un petit appareil comme ça, destiné à faire tourner Windows. Mais c'était un truc enfin, ça n'avait rien à voir avec Microsoft. Il n'y avait pas franchement de soutien de Microsoft ni quoi que ce soit. Donc c'est vrai que je suis comme Seb, je me dis, mais pourquoi brusquement s'y intéresser, quoi. Enfin, à part les M1 et les M2, je veux dire. Mais pourquoi? Ouais, peut-être qu'ils ont aussi des velléités d'aller par là sur de nouvelles architectures demain, et que voilà, il leur faut des applications, il faut que les gens s'y mettent et fassent des propositions, et s'ils voient qu'il y a de la marge et qu'il y a moyen d'en faire un produit commercial, voilà, ça et à mon avis, il y a moyen, enfin il y a des choses à faire avec ce genre d'architecture. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est parce qu'ils ont l'intention, ici c'est une machine développeur, et derrière ils vont sortir une gamme de PC, ce qui serait un changement radical pour Microsoft, ou est-ce que c'est parce qu'ils préparent le terrain en se disant on va lancer, tu vois, on va inciter nos partenaires hard à sortir des machines hard. Les paris sont ouverts, j'ai envie de dire, sur le coup, et suite au prochain numéro, enfin ce sera pas demain, ça va la semaine prochaine non plus, je pense, mais j'ai plus cynique. C'est pour que tu puisses faire tourner Windows sur ton macOS, sur un Mac Mini M1. Sur les M2. C'est une autre possibilité, c'est une nouvelle version de Hackintosh façon Microsoft, quoi. Si vous de votre côté vous avez une idée de ce qui se trame là derrière, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous bossez chez Microsoft par exemple, dites-le nous juste dans cette oreille là, celle-ci, enfin celle qui saigne. Voilà. Ok, bon on arrive tout doucement et même carrément au bout de cet épisode que je ne vous empêche pas de partager, je vais y arriver, sur les réseaux sociaux comme d'habitude. C'est comme ça qu'on se fait connaître. C'est peut-être comme ça que vous nous avez connus d'ailleurs, parce qu'un de vos amis l'avait partagé avec vous. Donc faites-en de même avec vos amis si vous le pouvez. Vous le savez, on essaye toujours de terminer avec une petite citation, question de vous faire un tout petit peu réfléchir en attendant le bonus qui arrive très prochainement. Vous le savez, il reste un bonus d'une quinzaine de minutes parce que ces deux garnements ont encore des choses à dire. Mais avant cela, la petite citation qui est signée cette semaine Albert Einstein. Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine, mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Voilà qui fait sourire encore mes petits camarades. Donc réfléchissez bien là-dessus, je pense qu'il y a matière aussi. On va se dire à la semaine prochaine, du coup, et à très vite pour le bonus, si ça se trouve, il est déjà peut-être disponible, allez jeter un petit coup d'œil. À très bientôt. Salut. À bientôt.